Bonjour à tous, bienvenue pour ce cours de programmation fonctionnelle, cours numéro 8. J'espère que vous allez tous bien, que vous arrivez à bien vous en sortir avec l'habitude qui commence bien maintenant à s'installer petit à petit. Aujourd'hui, donc pour ce cours numéro 8, on va travailler sur les listes principalement. On va étudier par trois approches différentes. On va commencer par réintroduire les principes de base sur ces objets-là, les définitions standards, les opérations qu'on peut considérer sur les listes. On va ensuite revenir sur la notion de non-mutabilité, une notion qu'on avait commencé à regarder quand on parlait des enregistrements. On va revisiter cette notion-là en l'appliquant sur les listes. On verra qu'il y a pas mal de choses à dire, pas mal de choses à comprendre aussi. Et on terminera ce cours par un exemple très concret de comment on peut implanter des files d'attente selon deux manières. La première manière qui peut être qualifiée de naïve, donc avec des complexités qui ne sont pas forcément très bonnes, et une deuxième façon de faire, vraiment qui s'inscrit dans un cadre fonctionnel, beaucoup plus efficace, beaucoup moins trivial, et aussi beaucoup plus intéressant. Donc on va voir tout ça aujourd'hui. On avait commencé au passage à voir quelques structures fonctionnelles quand on avait considéré la notion de mots et d'image, où on va représenter nos objets par des fonctions, ou en tout cas par des champs dans leurs enregistrements qui sont des fonctions. Donc là, c'est pas du tout ça qu'on va appliquer dans ce cadre-là, mais vous allez voir qu'il y a quand même pas mal de choses à dire. Ok, donc on y va pour les listes, et on va commencer par des généralités vraiment très élémentaires. Donc vous savez tous qu'en Camel, vous avez le type paramétré primaliste, qui est accompagné d'une syntaxe qui lui est propre pour manipuler des listes. Vous avez les crochets qui apparaissent, vous avez l'opérateur deux points qu'on va revoir. Donc déjà tout d'abord une liste, ça se spécifie par des éléments qui sont séparés par des points-virgules et placés entre crochets. Donc au passage, erreur tout à fait classique, consiste à mettre des virgules ici. Si vous faites ça, le compilateur ou l'interpréteur pensera que vous avez des éléments qui sont des couples ou des triplets, etc. Donc potentiellement pas ce que vous souhaitez avoir. Là, voilà, vous pouvez spécifier la liste 2, 4, 8, 16. Donc ça vous donne une int list. Vous avez donc, pour réviser un peu, le type primalist qui est un type paramétré, un type polymorphe. Et ici, le prim a vient se spécialiser en int, puisque le système a deviné que vous êtes en train ici de considérer une liste, une liste d'entiers. La liste vide, elle se note en mettant 0 élément ici, n égale à 0. Donc c'est un élément qui est polymorphe, puisque vous n'avez pas d'élément pour discriminer le type de la liste en question, donc le système vous renvoie alpha liste, de manière absolument attendue. Voilà. Donc pour manipuler liste, on a un opérateur de construction qui fait partie intégrante du langage et qui est fondamental, c'est l'opérateur deux points, qui est un opérateur infixe, donc ça veut dire qu'on le met au milieu de ces deux arguments, et il est d'arité 2, ça veut dire qu'il prend deux arguments. Dans tous les cas, ça n'aurait pas de sens de parler d'opérateur infixe pour un opérateur qui ne serait pas d'arité 2. Si vous considérez un opérateur ternaire, eh bien, vous ne pouvez pas le mettre au milieu de ces arguments, puisqu'il n'en a, par définition, pas que deux. Donc, si vous parlez d'opérateur infixe, c'est qu'il est forcément binaire, forcément d'arité 2. Ok, alors cet opérateur de construction, on peut le voir avec cette signature-là. Donc il prend un élément, il prend une liste dont les éléments sont du même type, et ça vous renvoie une nouvelle liste avec le même type d'éléments. Donc de manière sémantique, vous savez tous à peu près comment il se comporte. Vous avez donc une liste LST qui existe, et vous mettez donc un élément petit e qui va être l'élément en tête de la nouvelle liste calculée par cette nouvelle expression ici. Voici quelques exemples. Là, vous avez la liste préexistante 1, 2, 3, enfin vous la créez en même temps finalement. Et là, on écrit 2, 1, 2, 3, et ça vous crée donc cette nouvelle liste. Alors pour l'instant, en mémoire, on ne s'intéresse pas réellement à savoir comment on représente cette valeur.
Vous savez tous que dans un paradigme fonctionnel, même si on abstrait la mémoire, celle-ci existe quand même au final. Donc il y a quand même des valeurs qui sont en mémoire, qu'on ne pourra pas modifier, mais qui sont quand même représentées. Donc si on ne modifie pas les valeurs, il faut quand même les écrire quelque part, et donc ça veut dire que cette liste-là, elle est bien écrite quelque part en mémoire d'une certaine façon, relativement à la liste initiale ici, sur laquelle l'opération de point s'applique. Et donc on va voir, dans la deuxième partie du cours, sur la non-mutabilité, qu'il y a pas mal de choses à dire et de voir comment les cellules en mémoire sont organisées. On va voir qu'il y a des choses assez intéressantes qui se font, notamment en termes de partage de cellules et en termes d'efficacité de leur représentation. Donc on verra ça tout à l'heure. Donc pour l'instant, on met ça de côté. Alors remarque de l'opérateur de point, il est associatif de droite à gauche. Ça veut simplement dire que vous avez des parenthèses virtuelles qui apparaissent, en parenthésant tout d'abord à partir de la droite et vous allez vers la gauche. Donc par exemple, en fait, si je prends le terminal, cette expression-ci, elle est comprise de manière attendue de cette façon-là, mais le système, lui, en interne, il va la considérer comme parenthésée de cette façon-là. Parenthésée de manière totale, je mets aussi les parenthèses ouvrantes, les parenthèses englobantes, pardon. Vous avez ceci. Alors effectivement, si on observe ça attentivement, c'est la seule façon d'avoir un parenthésage, parce que si on commence à parenthéser les choses comme ça, on a une erreur qui va apparaître, parce qu'en particulier, on doit évaluer cette expression-ci, qui est l'expression à l'intérieur ici, qui, elle, est mal typée, parce que vous voyez que ça ne... vous avez la valeur 2 à droite du 2 points, qui devrait être une liste, alors que ça n'est pas le cas. Donc ça ne peut pas passer. Voilà. Donc, on a vu l'opérateur de point et sa facette qui vous permet de faire grandir une liste. Vous avez une liste existante, let lst égale petit a, petit b, et vous écrivez par exemple le caractère w lst, vous bénéficiez d'une nouvelle liste plus grande. Donc ça, c'est l'utilisation qui arrive en fait dans, on va dire, 60% des cas. J'invente complètement ce chiffre-là, c'est peut-être plus, peut-être moins. Et vous avez en tout cas une autre utilisation du 2 points qui est dans une optique de déconstruction, qui apparaît, on va dire, on veut donner une estimation complètement à la louche, dans 40% des cas. Donc ici, vous avez une mise en place d'un filtrage sur une liste. Vous voyez ici tête de LST, donc vous faites match de LST. Et en fait, vous voulez écrire une fonction qui vous extrait, qui vous renvoie la valeur située en tête de votre liste LST. Si celle-ci est vide, il n'y a pas d'élément, donc ici on va quitter par un failWith. Je vous rappelle que failWith, c'est une fonction qui prend un message d'erreur et qui s'adapte à n'importe quel type de retour. Donc cette adaptation, c'est incarné par le fait que failWith vous renvoie un élément de type alpha. Ici, la fonction tête doit vous renvoyer une valeur du même type que le type des éléments de la liste. Donc c'est pour ça que là, comme on a ici un alpha ici, vous avez une variable de type qui va s'adapter à votre fonction, à n'importe quelle fonction en fait dans laquelle un failWith peut apparaître. Donc tout ça pour dire que vous pouvez mettre dans n'importe quelle fonction comme retour un failWith, ça va toujours être bien typé. Et c'est cohérent parce qu'un failWith, on veut simplement l'exécuter, le renvoyer quand une erreur a lieu. Et donc voilà, ça marche plutôt bien. Donc ici, failWith, si la liste est vide, il n'y a pas de tête. Donc ça, c'est normal. S'il y a un élément, donc ça, c'est la deuxième allure possible, ça veut dire que votre liste est de la forme suivante. Un élément en tête, 2 points, qui sert de déconstruction, et le reste de la liste. Ici, on fait figurer un joker parce que la queue de la liste ne nous importe pas. On ne se préoccupe pas de savoir quelle est exactement son allure ni sa valeur elle-même. Ça peut être vide, ça peut y avoir des éléments à l'intérieur, peu importe. Ce qui nous intéresse, c'est d'avoir accès à l'élément en tête, à ce petit e ici. Et quand vous faites mention de ce motif-là, quand celui-ci est filtré, ça veut dire quand on rentre dedans, vous avez, je vous rappelle, une liaison qui se fait au passage, qui consiste à lier au nom E, à l'identificateur E, la valeur en tête de la liste. Et c'est exactement ce procédé-là qu'on appelle la déconstruction par un filtrage.
Alors vous pourriez aussi déconstruire les choses de cette façon-là. Je vais vous faire un exemple. Donc là, on a la liste LST qu'on a construite tout à l'heure. Pour accéder à l'élément en tête, on pourrait écrire ça. Let E, un joker, égale LST in E, par exemple. Voilà, et donc là, ça me renvoie bien petit a, qui est l'élément en tête de ma liste. Alors là, on a un warning qui est très très intéressant, qui dit qu'en fait, on est en train de faire un pattern matching ici, un pattern matching qui est caché, il n'y a pas de match. Pourtant, quand vous faites usage d'un opérateur de déconstruction avec un let, en fait, vous faites un filtrage à une clause, un match avec une seule ligne à l'intérieur. C'est exactement ce qu'on faisait quand vous aviez des couples et qu'on écrivait ça, par exemple. Donc là, je vais écrire un couple, CPL. Allez, je vais écrire un triplet même, parce qu'on parle toujours de couple et jamais de triplet, c'est dommage. Donc là, vous avez ce triplet-là, par exemple. Et je veux accéder, mettons, à l'élément au milieu. Donc je peux écrire ça, par exemple. Je peux écrire donc let joker, l'élément au milieu qui m'intéresse, x. Le troisième élément, je l'écarte. Je mets un joker ici. Et là, j'écris tr in x pour, voilà, pour accéder à l'élément x, avoir une expression globale qui soit égale à 2 ici. Voilà, donc là, vous avez 2. Et là, j'ai pas de message d'avertissement parce que j'ai qu'une allure possible pour mon triplet. D'accord, c'est celle-ci. Alors que là, dans le cas de ma liste, j'ai pas que cette valeur-là, cette allure-là qui est possible. Regardez ce qui se passe si j'avais let lst égale liste vide ici, et que je réévalue l'expression de tout à l'heure. Ici, j'ai une exception parce que je ne peux pas réussir à filtrer ma liste vide comme étant une liste avec un élément au moins en tête. Donc ça ne passe pas, et donc là j'ai une exception qui est lancée, qui est exactement la même exception que celle qui est lancée quand vous avez un filtrage qui n'est pas exhaustif, dans lequel bah, vous n'arrivez à rentrer dans aucun motif. Donc c'est exactement le même problème qui apparaît ici. Donc rappelez-vous de ça, les matchs vous servent à déconstruire, mais vous pouvez également déconstruire par des lets en mettant comme objet ici, premier dans le let qui apparaît, un objet construit en fait. Donc ça vous sert donc à déconstruire votre objet au final. Donc tout ça pour dire que de point est également un opérateur de déconstruction, tout comme les opérateurs qui permettent de créer des couples, etc. Un autre exemple ici pour illustrer un peu davantage, c'est une fonction qu'on a vue en fait lors du premier cours, qui vous permet, c'était pour donner un exemple simple de ce qui était possible de faire en Camel, et maintenant on a toutes les clés pour bien comprendre ça. Là vous avez une fonction qui prend une liste et qui vous renvoie la liste obtenue en gardant uniquement un élément sur deux de votre liste initiale. En d'autres termes, si vous voulez, vous gardez les éléments aux indices pairs de votre liste. Par exemple, si vous avez la liste 0, 1, 2, 3, 4, vous allez simplement avoir la liste résultat 0, 2, 4. Voilà, tout simplement. Donc ici, si vous avez la liste vide, vous renvoyez vide. Un seul élément, on renvoie l'élément lui-même, parce que comme la liste contient un seul élément, celui-ci est bien à l'indice 0, et donc il faut bien le conserver. Sinon, ça veut dire que là, vous avez épuisé tous les cas où la liste a 0 élément. Là, tous les cas où la liste a exactement un élément. Donc ce qu'il reste à considérer, eh bien, c'est tous les cas où votre liste a 2 éléments ou plus. Donc c'est exactement ce qu'on a ici. Là, vous avez un élément E1, un autre élément E2, donc vous voyez que le 2 points, il peut s'associer pour la déconstruction, pour faire des déconstructions multiples. Là, vous avez le reste de la liste. Donc là, vous avez une valeur de type prima, prime A et prima liste. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, vous allez garder ce premier élément, écarter le deuxième. Vous voyez que là, il n'y a pas de E2. On aurait pu mettre un joker ici. Ça aurait d'ailleurs été un petit peu plus esthétique. Et ensuite, on écrit 1 sur 2 appliqué au reste. Voilà. Là, vous avez des fonctions polymorphes qui font les opérations que l'on vient de décrire. Donc vous devez connaître un petit peu le module list. Vous avez dû voir sa documentation en ligne. Je vous conseille d'ailleurs en TP de l'avoir toujours ouverte. Ça vous donne une bonne base pour simplement pour aller un peu plus vite en regardant un peu les fonctions qui existent déjà.
Et vous avez en particulier les fonctions suivantes qu'il faut absolument connaître. On en verra quelques-unes en plus. Alors vous avez la fonction HD comme head pour accéder à la tête de la liste, hein, donc ça vous avez bien vu ça en TP. La fonction TL comme tail pour accéder à la queue de la liste, donc c'est-à-dire la liste privée de sa tête. Et encore une fois, si vous faites appel à la fonction à gauche ici, TL sur la liste vide, vous allez avoir une exception avec un message d'erreur qui l'accompagne pour dire qu'il y a une erreur dans l'exécution de TL parce que la liste est vide et donc il n'y a pas de queue ici. Pareil pour HD en fait. Vous avez exactement la même erreur avec un petit message un petit peu changé ici de manière totalement adéquate. On a également NTH. Alors NTH, c'est le énième élément. Hein. C'est le TH de l'anglais pour dire énième. Donc ça vous permet d'accéder à l'énième élément de la liste. Ce N est informé par la deuxième entrée ici. Et l'indexation commence, comme d'habitude, à 0. Un petit exemple, list.nth de par exemple cette liste-là. Voilà, si vous mettez 2 ici, alors le 2 apparaît, oui, après la liste. Là, vous avez bien 3. Et si j'écris par exemple 200, donc on est d'accord qu'il n'y a pas 201 éléments dans ma liste, donc je vais avoir une erreur ici, voilà, qui va apparaître. Donc c'est tout à fait logique. Alors attention, la fonction NTH, c'est pas une fonction efficace. C'est-à-dire que quand vous êtes en C, vous manipulez des tableaux, vous avez un accès constant aux éléments de votre tableau. Un accès en tout cas qui ne dépend pas de l'indice lu. En Camel, c'est pas du tout le cas. Vous avez des listes ici et vous savez tous que l'accès à l'IM élément d'une liste possède une complexité qui est linéaire en fonction de la taille de votre liste. Hein. Donc faites attention à utiliser du NTH. C'est jamais très bon. En fait, en pratique, si vous êtes amené à écrire des choses vraiment concrètes, vous avez liste NTH de LST, et là vous avez une constante, par exemple 3, toujours 3, qui ne dépend pas des paramètres de la fonction dans laquelle cette expression apparaît, ça veut plutôt dire, en fait, ça vous suggère peut-être que votre liste, il faut la déconstruire dans un match pour accéder à son 4e élément, donc à celui d'indice 3, plutôt que de faire un NTH comme ça. Voilà, donc... Voilà, en général, le NTH est à éviter, hein, sauf si vraiment il n'y a pas d'autres solutions élégantes. On a let qui vous affiche qui vous renvoie la longueur de la liste. Mem comme member, qui teste si un élément petit a apparaît dans la liste en deuxième entrée ici. Donc on a bien un booléen en sortie. Et vous avez finalement rev, qui vous calcule donc l'image miroir de la liste. Alors attention, cette opération, on va voir une implantation, peut se faire efficacement si on la fait avec un accumulateur ou vraiment en temps quadratique si on le fait mal. Donc on va voir la bonne façon de faire dans la suite. Et finalement, on a append qui vous permet de concaténer deux listes, l'une à la suite de l'autre. Et encore une fois, vous avez des complexités qui dépendent des longueurs des listes en question. Alors je vous laisse réfléchir un petit peu, vous aurez la réponse dans quelques instants. À votre avis, comment on implante ça? Est-ce que la complexité dépend de la première liste, de la deuxième ou des deux listes à la fois? Il faut avoir un peu d'expérience en Camel pour pressentir directement ce cas de figure-là. Rappelez-vous que l'opérateur 2 points vous permet de faire pousser des listes, de vous faire grandir des listes d'une liste existante vers la gauche, en fait, en empilant des éléments, en fait. Donc, ça devrait vous donner un indice sur cette question qu'on va de toute manière élucider dans quelques instants. Donc petit exercice, vous le faites si vous avez le temps. C'est pas un exercice fondamental, mais ça vous permet de bien réviser les choses. Simplement de réfléchir aux complexités, un peu comme on vient de faire. Vraiment le faire proprement sur papier pour chacune de ces fonctions, en temps et en espace, et on se posera les questions par rapport aux longueurs des listes mises en jeu. Et quand vous avez deux listes, eh bien, potentiellement les complexités se feront par rapport à petit n, la longueur de la première, et petit m, la longueur de la deuxième. Peut-être qu'il y en a une des deux valeurs qui ne sera pas significative, comme on vient de le suggérer. Alors on va maintenant faire une petite classification des différentes opérations qu'on peut rencontrer sur les listes. Alors ça évidemment c'est valable en Camel, c'est valable dans tous les paradigmes fonctionnels, mais aussi en programmation générale en fait. Même quand vous allez manipuler des listes en Java,
en C, dans C++, n'importe quel langage, vous avez une classification possible des opérations que vous pouvez considérer sur ces objets-là. Donc la première opération qu'on peut faire sur des listes consiste à transformer les éléments d'une liste. Vous avez une liste et vous allez calculer une nouvelle liste dont les éléments ont subi une certaine transformation. Première allure. Deuxième allure possible, vous avez une liste et vous allez garder que quelques éléments de votre liste qui vérifient une propriété donnée. Voilà, on va voir des exemples, mais vous pouvez implanter des cribles d'Eratosthène pour calculer des listes de nombres premiers, par exemple, en sélectionnant ceux qui vérifient telle ou telle propriété itérativement. Voilà. Ça, vous pouvez avoir des exemples comme ça, des exemples encore plus simples qui peuvent être considérés. On a des tests. Est-ce que tous les éléments de ma liste sont pairs? Est-ce qu'il existe au moins un élément de ma liste qui est divisible par 8? Voilà, ce genre de choses-là. Donc des tests de propriétés existentielles ou universelles. Ce sont des questions absolument standards qui apparaissent beaucoup. On a également des histoires de combinaison. Vous avez des éléments d'une liste et vous voulez les considérer comme des arguments pour une autre opération. Donc on verra que ça mène à la considération des folds, des opérations de repliement, de réduction, et des fonctions fold left et fold right, et bien qu'on va voir en détail aujourd'hui. Et on a également une cinquième allure possible, on n'y pense pas spontanément, mais c'est la notion de permutation. Vous avez une liste et vous souhaitez réarranger les éléments d'une certaine façon. Ça prend en compte tout ce qui est tri finalement d'une liste. Et, voilà, une liste, ça se trie bien par le tri-fusion par exemple, et faire un tri-fusion sur une liste, c'est bien une opération tout à fait classique. Alors voici quelques autres exemples. Donc transformation. Transformation, l'allure est comme ça en fait. Vous avez une première liste, x1, x2 jusqu'à xn, et votre objectif c'est de calculer une nouvelle liste dont les éléments ont été altérés par une certaine fonction, une certaine transformation. Dans notre paradigme programmation fonctionnelle, une transformation, ça se code par une fonction. Et c'est tout à fait raisonnable d'avoir une telle expression pour formaliser cette notion de transformation. Donc par exemple, vous avez une liste d'entiers, vous souhaitez calculer la nouvelle liste dont les nombres sont multipliés par 3. Vous avez une liste de caractères, vous voulez plutôt avoir la liste des codes ASCII de votre jeu de caractères. Donc, la sélection, vous avez une liste d'entiers et vous voulez garder la sous-liste des nombres pairs de votre liste initiale. Alors là, vous gardez l'ordre. Par exemple, si j'ai cette liste-là, 1, 3, 0, 1, 0, 2. Là, ça va me donner cette nouvelle liste-là. Donc j'ai 0 qui est le premier 0 ici. Le deuxième 0 qui est celui-ci et 2 qui apparaît. Donc c'est ça qu'on appelle une sous-liste. Vous respectez l'ordre, mais vous pouvez oublier des éléments qui ne vous intéressent pas, vous les écartez. On a également la notion de test. Donc ici, c'est un test universel. Est-ce que toutes les chaînes de caractères contenues dans une liste commencent par la lettre A? Et on peut également se poser des questions existentielles, tester la présence, donc au moins un élément qui vérifie cette propriété, de l'élément 7 dans une liste d'entiers. Donc ça, quelque part, on est en train de revoir la fonction même qui vous permettait de tester la présence d'un élément d'une liste. Et donc vous voyez que cette opération member rentre en fait dans la catégorie de test, ce qui est tout à fait attendu finalement. Posez-vous les questions des opérations que vous connaissez sur les listes, voir dans quelle situation celles-ci peuvent s'inscrire. La combinaison maintenant, un exemple. Vous avez une liste d'entiers, vous pouvez calculer la somme des éléments d'une liste, donc vous êtes en train d'associer vos éléments, de les combiner pour calculer une nouvelle valeur. On peut également chercher à extraire la plus grande valeur d'une liste d'entiers, donc calculer le maximum. Alors là, ça saute pas vraiment aux yeux en première approche que là, on fait une espèce d'opération de combinaison. En fait, on va voir que oui, parce que votre opération que vous allez itérer sur les éléments de votre liste, c'est l'opération max qui prend 2 entrées et qui vous calcule une nouvelle sortie égale à son maximum. Et donc c'est une opération qui a les mêmes propriétés que l'opération d'addition. En fait, c'est une opération qui est commutative et associative. Donc vous avez pas mal de points communs. Et donc c'est pour cette raison-là que ces deux problèmes, somme des éléments et extraction du max, rentrent exactement dans la même catégorie. Donc ça veut dire qu'à chaque fois, vous avez la même fonction paramétrée de façon un peu différente qui va résoudre
Eh bien, ces 4 premiers problèmes. Là, vous en avez 2 pour le test, suivant s'il est existentiel ou universel, évidemment. Et pour la notion de permutation, eh bien, on peut calculer le tri d'une liste ou son image miroir, par exemple. Voilà, donc tout ça, ça se fait à l'aide de fonctions d'ordre supérieur parce qu'on aura besoin de paramétrer nos fonctions par d'autres fonctions qui vont nous permettre de faire des comparaisons, nous permettre de faire différents types de calculs. Voilà, donc on aura besoin de mettre ça en place. On va donner bien les schémas pour résoudre chacune de ces problématiques-là. On va aller finalement assez vite, on passera un peu plus de temps sur la combinaison qui mène, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, aux fonctions de repliement de fold qui sont très importantes et peut-être moins simples. On commence par la transformation de liste. Alors ici, une bonne manière de spécifier votre fonction de transformation, le f ici, ça consiste simplement à donner une fonction qui prend un élément de la liste de départ et qui renvoie un élément visé par la transformation. Donc si vous étiez dans un langage impératif, comme par exemple le C, et que vous n'avez pas beaucoup de connaissances en programmation, une fonction de transformation, ça pourrait se coder par un tableau, par une table de hachage, par exemple, qui prend un petit A en entrée et qui vous renvoie un petit B en sortie. Mais ça, c'est évidemment très très limité parce que vous ne pourriez juste qu'avoir des éléments calculables en nombre fini, puisqu'une table de hachage contient qu'un nombre fini d'éléments. Donc alors que quand vous avez une fonction, vous avez accès à une sorte d'infini de possibilités de calcul. Ok, donc votre opération de transformation est de type suivant. Vous avez ici la fonction de transformation TR. Ici, on a la liste de départ et là, on a la liste d'arrivée. Donc vous observez qu'on n'a pas forcément les mêmes types. On a alpha qui est la liste, qui est le type des éléments de départ, et bêta qui est le type des éléments d'arrivée. L'écriture se fait de manière assez simple. Vous avez ici donc une fonction récursive avec le prototype que l'on vient d'expliquer. Quand la liste est vide, eh bien, il n'y a rien à faire, on renvoie la liste vide. Sinon, on la déconstruit en la tête et la queue. Et ce que vous faites, c'est que vous appliquez la fonction de transformation sur la tête, tr de e, et on met ça en tête, dans le résultat, de la liste obtenue par hypothèse de récurrence, par la transformation du reste avec la même opération. Là, vous pouvez observer que votre fonction, elle n'est pas récursive terminale. C'est un petit peu dommage. Donc, petit exercice, traduire ceci en récursif terminal, c'est pas très difficile. Alors ici, un exemple. Là, vous avez la fonction de transformation que l'on fournit à l'aide d'une fonction anonyme. Donc ça multiplie x par 3. Et vous avez comme liste de départ la liste des entiers compris entre 1 et 6. Donc ça vous donne bien 3, 6, 9, par exemple 5, donne 15 ici, et il est toujours dans la même position avant-dernier, avant-dernier. Les positions sont évidemment respectées. Ici, dans ce deuxième exemple, vous prenez une liste de caractères. Donc ça veut dire que alpha est de type char. Et vous avez comme fonction, une fonction qui vous traduit un caractère en un int. Donc ça veut dire que bêta se spécialise en int dans notre expression globale. Et ça vous calcule bien la liste des codes ASCII associés à chacun de ces caractères-là. Et ça, ce qu'on vient de réécrire, c'est la fonction map du module list. Donc quand vous utilisez la fonction map, c'est exactement ça qu'on est en train de mettre en œuvre. Alors elle n'est peut-être pas implantée comme ça, elle est peut-être implantée de manière plus efficace, récursif terminal ou autre, mais dans l'idée, elle a exactement cet effet-là. Et donc là, vous avez cette réponse. On passe maintenant à la deuxième allure possible, la sélection des éléments d'une liste. Ici, la première chose à faire, c'est de se demander comment on peut coder la propriété de vouloir garder ou pas nos éléments dans le résultat. Ici, vous avez, je vous rappelle, une liste ici, on veut garder que la liste des éléments qui sont pairs. Vous voyez, donc là, il faut réussir à fournir cette information qui est paramétrable. On ne veut pas réécrire à chaque fois la fonction de sélection d'une liste dès qu'on a une propriété qui diffère. On veut juste l'appeler différemment. Donc pour ce faire, pour avoir cet accès à une généricité, on va simplement fournir, un peu comme on l'a fait dans l'exemple tout à l'heure, on donnait une fonction de transformation. Ici, on va donner une fonction de sélection.
qui va nous dire si oui ou non, par ce booléen en retour, on doit garder un élément du type des éléments de la liste. Donc ça veut dire que notre fonction de sélection elle est de type suivant. Là vous avez la fonction qui s'appelle en fait un prédicat. Un prédicat c'est un test sur un élément. Est-ce que l'élément est pair? Est-ce qu'il est premier? Est-ce que c'est un mot qui commence par le caractère petit a, etc. Là vous avez votre prédicat ici, et donc une fonction alpha vers bool. Là vous avez votre liste d'alpha, et ça vous renvoie une liste d'éléments du même type. Ça c'est important de le noter, il n'y a pas de bêta ici, parce que là vous ne transformez pas les éléments, vous les gardez tels quels, ceux qui sont porteurs de la propriété souhaitée. Alors ici on a l'écriture possible suivante, c'est pas forcément la meilleure, mais en tout cas elle est assez compréhensible. Donc toujours une fonction récursive dans laquelle vous déconstruisez votre liste suivant ces deux allures classiques. Vide, il n'y a rien à faire, hein, vous renvoyez vide. Sinon, c'est-à-dire que votre liste a une tête et une queue. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout d'abord calculer le fruit du résultat sur la queue. Donc vous mettez ça dans suite. Suite égale sélectionner celle de reste. D'accord, donc on fait ce calcul-là. Et maintenant, on va se poser la question, est-ce que, eh bien, on doit garder la tête? Donc on garde la tête s'il vérifie la propriété. Donc si if, celle de E est vraie. Donc on peut mettre ça dans un if. On a bien un booléen. Et dans ce cas-là, bah, ça veut dire qu'il faut mettre E en tête de la liste calculée par l'hypothèse de récurrence. Donc on écrit E, 2 points, 2 points suite. Donc là, le 2 points, 2 points vous sert à déconstruire. Là, le 2 points, 2 points vous sert à construire. Et dans le cas contraire, si celle de E bien est faux, bah, il faut l'écarter, donc on renvoie juste suite. Voilà, donc un petit exemple, là l'exemple qu'on a mentionné tout à l'heure. Là vous avez la fonction de test de parité. Donc là vous gardez que les valeurs paires de votre liste d'entiers. Dans le même ordre, encore une fois j'insiste bien là-dessus, on parle de sous-liste. 8862. Et ça, en fait, ce qu'on vient de reconsidérer, c'est la fonction filter du module list. Donc moi, ce que je vous conseille de faire ici, c'est d'écrire, pendant que vous suivez ce cours, d'écrire dans un fichier texte ou sur votre cahier, peu importe, eh bien toutes ces fonctions-là. On a vu pour l'instant list.map, list.filter, avec à chaque fois un exemple en dessous, et le prototype, ça vous servira, vous gagnerez du temps en TP ou en examen, puisque vous allez directement savoir à quoi correspondent ces fonctions-là. Donc je vous conseille de commencer à faire ça pour list.map, list.filter, et également, je reviens un tout petit peu en arrière, pour les fonctions qu'on a vues dans le tableau ici. Ça vous paraît peut-être évident, mais on oublie très vite hein, le fonctionnement de ces fonctions. Moi-même qui programme presque tous les jours en Camel, pour me poser des questions en recherche, hein, en combinatoire plutôt, donc vraiment dans un contexte totalement différent. Voilà, peut-être que j'ai une moins bonne mémoire que vous, mais j'oublie toujours si dans même on place l'élément en premier ou en deuxième. Hein, donc voilà, j'oublie toujours et donc je serais très content d'avoir cette liste de fonctions que vous allez avoir dans tous les cas si vous écoutez ces quelques petits conseils. Donc ici, on revient à notre fonction filter. Alors on était là. Et on passe maintenant aux fonctions de test. On commence par le test universel. Donc un test universel, c'est savoir si tous les éléments de votre liste vérifient une propriété donnée. Alors maintenant, on sait comment on peut coder des prédicats par une fonction qui prend un élément et qui renvoie un booléen. Donc on veut savoir ici si tous nos éléments de notre liste vérifient un prédicat donné. Donc là, vous allez avoir ce prototype-là, cette signature, on peut appeler ça aussi comme ça. Vous avez une fonction de test, un prédicat, la liste, et on a ici un booléen. Donc ce qui diffère par rapport à la fonction de filtrage, c'est que dans la fonction de filtrage, vous aviez une liste comme résultat. Ici, on a plutôt un booléen. Et là, on a un exemple qui est instructif parce qu'on va pouvoir réviser deux choses. Les jokers, on les a vus tout à l'heure, on les a revus tout à l'heure, mais aussi les clauses avec des gardes, avec les fameux when, qui nous permettent de raffiner le filtrage, hein, donc d'être un petit peu plus regardant avant de rentrer dans une clause. Donc on est regardant, ça veut dire qu'il faut à la fois
matcher le motif, et il faut à la fois vérifier positivement la condition donnée après le one. Ok, donc on va regarder ça ensemble. Tester universellement la propriété propre sur LST. Alors c'est une fonction récursive. Là, on n'a pas de mystère, hein, toutes nos fonctions sont récursives, ou presque. Alors, là déjà, première difficulté, liste vide. On renvoie true. Alors en fait, c'est juste un problème de logique. Ici, tant que vous n'avez pas de contre-exemple à votre propriété propre, eh bien ça veut dire que tous les éléments de votre liste la vérifient. Donc en particulier, quand votre liste est vide, il est vrai de dire que tous les éléments de la liste vide vérifient la propriété que vous êtes en train de donner. Il n'y a aucun élément, certes, mais il vérifie la propriété que vous êtes en train de spécifier. C'est un petit peu comme en logique, vous savez que le faux implique faux est une phrase vraie. C'est-à-dire qu'en logique, hein, vous avez la table de vérité de l'implication qui dit que quand vous avez du faux à gauche de l'implication et n'importe quoi à droite, bah ça va être la même chose que vrai. Hein, d'accord? Donc si vous partez d'une prémisse qui est fausse, quelle que soit la conclusion de votre implication, vous avez du vrai. Donc ça, on l'avait révisé, il me semble, en zététique. On avait vu un petit exemple sur la difficulté de l'implication. Donc toujours est-il que là, c'est à peu près le même type de raisonnement ici qui apparaît. Donc là, il n'y a pas de contre-exemple. Dans un ensemble fini, il n'y a pas de contre-exemple, hein, donc la finitude est importante. Ce raisonnement-là ne marcherait pas vraiment sur les listes infinies. Ok, donc là, on a une liste finie, donc tout va bien, donc on peut renvoyer true. C'était peut-être finalement le point le plus difficile. Après, le reste, finalement, coule de source. Maintenant, on est habitué. Vous avez une liste qui se décline comme un élément en premier. Et là, pour l'instant, on met un joker. Vous allez comprendre pourquoi on ne regarde pas la queue. Parce qu'on souhaite remettre en cause notre propriété. Donc, quand on a un élément en tête, c'est comme ça qu'il faut lire. Quand LST possède un élément en tête qui met en défaut notre prédicat, donc note propre de x est vrai, eh bien ça veut dire qu'on a trouvé un contre-exemple. Dans ce cas-là, il faut renvoyer false. Dans l'autre cas, on regarde même plus ce qu'on a en tête, parce qu'on sait que si on n'est pas rentré là, ça veut dire que propre de x est vrai, et donc il reste juste à considérer le test universel sur la queue de la liste. Et donc on délègue le résultat de cet appel au test universel sur la queue de la liste, ce qui est parfaitement raisonnable. Voilà, donc ici ce que vous êtes en train de faire, c'est que vous êtes en train de tester si toutes vos chaînes de caractères commencent par la lettre petit a. Donc là, juste un petit rappel, vous l'avez peut-être certains, pas tous, mais certains ont vu en TP que pour accéder à un élément d'une liste, d'une chaîne de caractères, vous avez la syntaxe un peu bizarre, point crochet. Donc ça permet d'accéder à la première lettre, à la deuxième et ainsi de suite. Et encore une fois, quand vous sortez, vous avez une exception qui apparaît. Donc pas d'erreur de segmentation qui ne serait pas rattrapable comme on sait. Là, vous avez une exception qui serait rattrapable avec la syntaxe adéquate. Là, vous faites ce test sur ces listes-là, effectivement. Tous les éléments commencent par petit a, donc on a bien true qui apparaît. Et là, vous avez réimplanté la fonction list.forAll du module list du camel. Vous voyez, c'est exactement le même prototype qui vous permet donc de répondre à cette opération sur les listes. Donc ça, c'est à bien connaître. Prenez-le en note également au passage. Et on va passer maintenant au deuxième test des éléments d'une liste. Ici, c'est le test existentiel. Alors là, vous avez compris, je pense, vous voyez les choses venir. Là, on va maintenant tester non pas si tous les éléments vérifient une propriété, mais on va plutôt tester s'il existe au moins un élément de la liste qui possède la propriété donnée, qui vérifie positivement notre prédicat. Donc même signature ici, le prédicat, la liste et le résultat qui se décline comme un booléen. Alors ici maintenant on a élucidé complètement le premier cas parce que par dualité, quand vous avez une liste vide, forcément il n'y a pas d'exemple, on ne peut pas fournir un exemple d'élément qui vérifie votre prédicat.
Donc là, c'est false ici. Hein. Là, pour le coup, c'est peut-être plus simple à comprendre dans ce cas-là. Il n'y a pas d'élément qui vérifie une propriété donnée, c'est toujours faux parce qu'il n'y a pas d'élément qu'on peut piocher dans notre collection. Deuxième cas, on a ici un élément en tête qui vérifie la propriété. Je ne regarde même pas ce qu'il y a dans la suite, puisqu'il vérifie la propriété recherchée. Dans ce cas-là, on arrête tout, on renvoie vrai. On a gagné. Sinon, si on en est à considérer cette dernière ligne du match, ça veut bien dire que la propriété, comme on n'est pas rentré là-dedans, que prop de x est faux. Donc, on va chercher maintenant, certes, la tête de notre liste ne vérifie pas la propriété, mais peut-être qu'il y a un élément dans la queue qui la vérifie. Donc, on va déléguer la réponse à notre fonction, à la réponse, à la fonction appelée sur la queue. Tout à fait raisonnable, hein, il n'y a pas de problème. Donc ici, vous testez, en fait, si l'élément x, s'il existe un élément x qui est égal à 7, donc en fait, ce qu'on est en train de tester, c'est si, simplement, si il y a une occurrence de 7 dans votre liste. Là, on s'aperçoit que c'est faux. Donc vous pouvez réécrire la fonction member hein, qu'on a vu tout à l'heure, on l'a déjà dit, de cette façon-là. Donc là, vous avez la fonction list.exist du module du même nom, list. Vous pouvez donc prendre en note et noter un ou deux exemples, selon ce que vous jugez utile. Mais attention, ce que vous jugez utile maintenant est peut-être différent de ce qui sera utile le jour de l'examen. Donc essayez de prévoir un petit peu les choses, préparer un peu le terrain et même préparer pour la suite, hein, pour les prochaines années, pour ceux qui veulent continuer ces questions de programmation fonctionnelle. Hein, c'est de plus en plus demandé dans tous les cas dans les entreprises, donc pour des raisons de sécurité de code, hein, tout simplement. Vous avez potentiellement plus de chances d'écrire du code dénué de bugs dans un paradigme fonctionnel parce qu'on a plus de limites, en fait plus de contrôle. Donc ça peut être très intéressant d'approfondir des choses. Et on va maintenant passer au vif du sujet, l'association des éléments d'une liste, leur combinaison. Alors on va exposer maintenant le problème. Ici, vous avez plusieurs ingrédients. Alors vous avez ce qu'on appelle un élément, GR, on appelle ça une graine, et vous avez une liste qui possède n éléments, et important, n peut être égal à 0, ça veut dire que vous pouvez avoir la liste vide ici. Pourquoi pas? C'est même très important, ce sera un des cas de base de notre écriture de l'algorithme. On a également en troisième ingrédient une opération binaire associative, qu'on note croix. Donc ça veut dire associatif, hein, je vous rappelle, pour être bien sûr qu'on soit tous au même niveau, ça veut dire que si vous écrivez, donc là vous avez trois valeurs, A, B fois C, est toujours égal, quelles que soient les valeurs de A et de B, à ceci. Voilà. L'addition est associative, la multiplication, l'opération max est associative. Une opération que vous connaissez bien qui n'est pas associative, c'est l'opération de soustraction, par exemple. Voilà. Vous pourrez tester, la soustraction n'est pas associative, vous pourrez trouver des contre-exemples. Alors ici, la problématique consiste à calculer cette expression-là. Vous avez donc votre graine, votre liste d'entrée, et votre opération d'association, de combinaison. Et vous voulez calculer cette valeur-là. Alors, comme on est associatif, en fait, vous pouvez démontrer qu'on peut enlever les parenthèses sans changer la valeur totale du résultat. Alors, il y a une petite démonstration à faire. Il y a beaucoup de gens qui vous disent que c'est évident. Comme vous êtes associatif, vous pouvez enlever toutes les parenthèses. En fait, il y a une petite démonstration qui est simple, mais qu'il faut quand même écrire pour être sûr qu'on a bien le droit de faire ça. Donc voilà, vous avez cette expression-là qu'on peut parenthéser de gauche à droite. On verra pourquoi dans la suite, mais ça ne change pas le résultat général à cause justement de l'associativité. Alors, quelques exemples avant de rentrer dans le vif du sujet, dans l'implantation. Quand on décide d'avoir une graine qui est égale à 0 et que LST est une liste d'entiers, alors en fait ce qu'on calcule quand on a que notre opération est l'addition, eh bien c'est la somme des éléments de la liste. En fait dans ce cas-là, regardez ce qui se passe à gauche, c'est comme si je calcule 0, alors là c'est pas étoile qu'on écrit, c'est plus, après ce qu'on a spécifié, E1 plus E2 plus etc. plus En. Donc quand vous spécialisez ce problème général à ce cas particulier, vous avez accès au calcul de l'addition de la somme générale des éléments d'une liste.
C'est un peu comme en Python. C'est un peu comme en Python. Si vous écrivez par exemple sum d'une liste, hein, voilà, vous avez accès à la somme des éléments. Sauf que sum n'est pas du tout écrite comme on va nous mettre en place notre fonction de repliement. Sum est une fonction qui est pas du tout, qui est beaucoup moins générique que celle qu'on va voir dans quelques instants. Deuxième exemple possible. Quand la graine est la chaîne de caractères vide. Que LST est une liste de chaînes de caractères, donc vous notez bien que l'élément de la graine, le type, pardon, de la graine est le même que le type des éléments de votre liste. Là, pour le premier exemple, on avait une liste d'entiers. 0 est bien de type int. Et là, on a bien une liste de caractères qui doit être considérée. On considère que notre opération est une opération de concaténation. Et bien, ce qu'on va calculer, c'est ça. Chaîne vide. Là, je prends l'opérateur de concaténation du camel. Là, j'ai l'élément E1, l'élément E2. La concaténation est bien associative, hein, je vous rappelle. Tout marche bien, donc on n'est pas obligé de mettre des parenthèses, ça tombe bien. Là, ce que vous calculez par cette expression-là, c'est bien la concaténation générale des éléments de votre liste. Et troisième et dernier exemple, qui reflète ce qu'on avait expliqué tout à l'heure, quand vous avez que la graine est le premier élément de la liste, et que LST est une liste dont les éléments sont comparables, en fait, quand vous prenez deux éléments quelconques, il y en a toujours un qui est supérieur ou égal à l'autre. Donc ça, c'est pas toujours vrai, hein, ça dépend de votre ensemble d'objets. Mais ici, on considère justement qu'on part de cette base-là. Et que croix est l'opération max, eh bien, vous calculez la plus grande valeur de LST. En fait, ce qu'on calcule ici, bah là, vous avez donc E1 qui est égal au premier élément. On calcule, donc j'ai écrit max de manière infixe, hein, ça veut dire par exemple que si j'ai écrit 3 max 21, c'est égal à 21. J'écris juste max au milieu. En pratique, on est habitué à écrire max comme ça, mais c'est juste un choix d'écriture qui est finalement maladroit. Max devrait s'écrire de manière infixe comme le plus. En fait, il n'y a pas du tout de raison. En fait, la raison, c'est juste une habitude. En général, max, on aime bien écrire max d'un ensemble. Donc c'est pour ça qu'on le met à droite ici. Donc ça, si vous voulez, c'est égal à max de chacun des éléments de votre ensemble. Et donc ça vous permet d'écrire juste une seule occurrence de max. Et si on l'écrivait de manière infixe, là vous auriez plusieurs occurrences de max qui apparaîtraient, mais ça c'est pas forcément très dérangeant. Toujours est-il qu'ici on va utiliser la notation infixe. Et vous avez donc max E1, donc je réécris ma liste ici, max E2, max, etc., max EN. Et le résultat de ça, donc là vous avez juste un E1, mais ça ne va pas polluer parce que vous avez que max est un opérateur qu'on qualifie d'idempotent. Ça veut dire que E max E, c'est égal à E lui-même. Hein, donc ça veut dire que ça c'est bien égal à tout ceci, à cause aussi de l'associativité. Je peux enlever ça. Et ça c'est bien le plus grand élément de la liste. Voilà. Donc vous voyez qu'en fait vous avez pas mal d'instances possibles pour ce problème général et donc ça vaut vraiment la peine d'avoir une fonction la plus générique possible, c'est-à-dire qui s'adapte au moins à ces trois cas-là et également peut-être à des cas qu'on n'aura même pas encore imaginés pour faire ce travail. Alors voici l'idée générale. Il faut reformuler notre problème en termes d'arbres de calcul, ce qu'on appelle aussi des arbres syntaxiques. C'est un peu les arbres que vous pouvez rencontrer en théorie de compilation quand vous avez des expressions. Il faut intervenir des opérandes, c'est-à-dire des arguments et des opérateurs. En interne, c'est représenté par des termes, par des arbres. Et là, c'est exactement ça qu'on va regarder. Là, vous avez l'expression, donc regardez à gauche ici, l'expression générale. J'espère que les couleurs, ça va à peu près. Je les ai un peu optimisées, mais n'hésitez pas à me dire si c'est pas parfait. Vous avez cette expression-là. Et on va, je vous ai dit, la parenthéser quand même si ça n'est pas significatif, on va quand même la parenthéser de la gauche vers la droite, pour des raisons techniques qui vont apparaître. Là, je la parenthèse comme ça. Voilà, donc là, j'ai encore des parenthèses en nombre ici, dépendra de n. Et là, finalement, j'ai mon en qui apparaît. Donc, en vertu
de ce parenthésage de la gauche vers la droite, j'obtiens cet arbre d'expression. Juste pour bien illustrer, hein, si vous avez que n est égal à 3, on va même prendre n égale à 2, vous avez comme expression eh bien, la graine, E1, et E2 ici. Voilà, donc ça vous fait un arbre binaire à 3 feuilles qui penchent vers la gauche en fait. Un peu de cette forme-là, où vous avez la graine, E1, E2, et là vous avez plus d'éléments en général, hein, donc c'est pour ça qu'on a mis des pointillés à partir de E3 pour avoir tous les éléments de la liste. Cas particulier, quand n égale à 0 et que la liste est vide, ce qu'on obtient comme arbre, eh bien c'est l'arbre réduit à une feuille, un petit carré comme ça, où il y a la graine dessus. Hein, donc tout ça marche bien dans tous les cas. Vous êtes des informaticiens, vous devez toujours sans cesse vous poser la question de ce qu'il se passe dans les cas extrêmes, dans les cas de base. Hein. Ça nous est tous arrivé d'écrire un algorithme très compliqué, qui marche, qui semble marcher, mais dès qu'on le teste sur la chaîne vide, sur le fichier vide, ou sur un cas très particulier, bah, ça plante, erreur de segmentation, boucle infinie. Hein, donc, habituez-vous à toujours penser les choses dans les cas les plus extrêmes possibles. C'est très très important. Gardez bien ce réflexe en tête. Donc là, tout marche bien pour l'instant. Donc ici, on va mettre en place un procédé de calcul, étape par étape, récursif, pour calculer notre valeur finale. Partir donc de la graine et des éléments de notre liste. Donc, petit résumé, pour faire ce qu'on appelle ce pliage à gauche, donc c'est-à-dire l'évaluation, vous regardez à gauche ici, de cette expression-ci, en ligne 20, on a besoin des ingrédients qu'on a spécifiés, donc de connaître la nature de l'opération croix, de connaître la valeur de la graine évidemment, et de connaître notre liste. Donc on va donner tout d'abord le type de l'algorithme, de la fonction qui va répondre à cette problématique. Donc là vous êtes habitué, notre opération de transformation, ça va être une fonction qui prend 2 entrées et qui renvoie une sortie. Donc on avait vu des exemples tout à l'heure, on avait vu des exemples avec l'opération d'addition, avec l'opération de concaténation des chaînes et l'opération max appliquée sur des valeurs comparables. Donc ici, vous avez à ce stade-là votre opération qui est codée. Première entrée, deuxième et résultat. Ici, en deuxième entrée de la fonction, on a notre graine. Vous observez bien, elle est du même type que les éléments mis en jeu. Alors il y a une petite subtilité, on y reviendra tout à l'heure. Pour l'instant, on considère qu'on n'a que des alphas. Tout va bien à ce stade-là. Et vous avez bien une liste d'éléments alpha pour faire le calcul ici. Ils sont bien du même type que vos éléments. Et vous avez comme résultat un alpha. Donc tout va bien. On peut écrire notre pliage à gauche. Et là, vous pouvez constater que la définition de ce pliage à gauche est simplissime. C'est très très simple et c'est souvent comme ça en fait en programmation fonctionnelle. Vous partez d'un problème qui semble difficile, mais en y réfléchissant bien, les choses se simplifient et s'écrivent de manière très élégante. Alors il faut comprendre ce qu'on a écrit. Et l'idée c'est de tenter de comprendre comment ce calcul peut être fait de manière mécanique. Alors on y va. En fait, on repart de cette expression-ci. Voilà. On veut calculer, je vous rappelle, cette valeur-là. Donc je vais commencer par faire une toute petite transformation toute bête. Je vais mettre des parenthèses autour du premier élément ici. On a le droit de le faire, il n'y a pas de problème, c'est autorisé. Donc, juste pour remettre la nomenclature, ici, on est en train de calculer le fold. Voilà, je donne un nom, hein, c'est le pliage à gauche, là j'écris fold pour gagner un peu de place, relativement à l'opération étoile, à la graine GR et à notre liste E1, E2, jusqu'à EN. Donc c'est ça qu'on est en train d'essayer de calculer. Donc là, j'ai juste réécrit mon expression précédente en mettant des parenthèses. Pourquoi pas? Maintenant, je vais la réécrire un tout petit peu davantage. Je vais l'écrire en GR', étoile E2, étoile, etc., étoile EN, ou en fait, simplement, on va mettre d'accent ici, GR' est défini comme étant égal à GR fois E1.
Voilà, on est d'accord, là c'est synonyme, j'ai juste fait un renommage, si vous voulez, de cette sous-expression-là. Et maintenant, les choses deviennent intéressantes parce que quand j'écris à droite ici, ce à quoi doit être égal en termes de fold de l'expression en ligne 22 que j'obtiens, j'ai pour l'instant ceci. Fold, toujours relativement à la même opération étoile, gr', et là vous voyez que là on a perdu un élément. Tout à l'heure on allait de E1 jusqu'à En, et là on va de E2 jusqu'à En. Donc là j'écris E2 jusqu'à En. On n'a pas fait grand chose pour l'instant. Mais en fait, on va voir apparaître ici justement tout le sel de la récursion. Cette dernière expression-là, je vais maintenant revenir en arrière. Je vais remplacer mon gr' par ce à quoi il est égal, c'est-à-dire gr étoile E1. Et donc on obtient ça. Alors j'espère que vous voyez bien les couleurs, sinon ça ne sert strictement à rien, n'hésitez surtout pas à me dire. J'ai une petite crainte de ce sujet quand même. Je les avais un peu optimisés récemment, mais c'est possible que ce ne soit pas si clair. Donc, on obtient ceci. Donc en résumé, on avait dit pas d'accent. En résumé, on a mis en évidence la chose suivante. Donc là, j'ai quand même besoin d'avoir au moins un élément dans ma liste. Sinon, sinon j'ai pas de E1, donc je peux pas faire ce calcul-là. Donc si n est supérieur à 1, ou égal, hein, par définition, on n'a que ce calcul-ci peut se faire par ce calcul-là. Et ça, on l'a montré en faisant des transformations toutes simples. Et c'est souvent le cas en programmation fonctionnelle. Vous faites des choses, vous faites pas grand-chose à chaque étape, des petites transformations élémentaires, et en fait, vous apercevez que vous avez fait quelque chose de très intelligent, qui marche bien, qui vous fait simplement écrire la récurrence de manière exacte et efficace. C'est exactement ce qu'on a donc réussi à obtenir à ce stade-là. On a mis en évidence cette récursion, donc le calcul que l'on souhaite entreprendre, donc de notre repliement sur la liste de n éléments, eh bien ce calcul en faisant un repliement sur une liste de n-1 éléments, en modifiant la graine. Vous voyez qu'ici, ma nouvelle graine, c'est l'ancienne graine multipliée par le premier élément de la liste. En fait, c'est un accumulateur. La graine du fold est un accumulateur, avec la même signification que les accumulateurs que vous avez vus précédemment dans les TP d'il y a quelques semaines. Donc maintenant, pour bien écrire les choses, il faut également entreprendre le cas n égale à 0, donc sinon n égale à 0, et on n'a que votre fold ici. Qu'est-ce que c'est? Vous avez le fold sur la liste vide. Ça, par définition, c'est la graine, hein, juste. Hein. Ça veut dire que vous êtes en train d'associer la graine avec aucun élément, ça vous fait la graine. Pas de problème ici. Donc voilà, et si vous observez ce qu'on a écrit là, c'est exactement une transcription de notre raisonnement fait ici. Donc reprenez les choses étape par étape, si on allait vite ou pas, ça peut prendre vraiment, ça peut vraiment valoir le coup de refaire le cheminement aussi par vous-même après. Et si vous avez compris ça une fois dans votre vie, vous l'avez compris définitivement, il n'y a pas du tout de problème. On va peut-être juste vous rafraîchir la mémoire, hein, si vous avez le malheur de ne plus refaire de proc fonctionnel dans les prochaines années. Alors ici, donc, vide, la liste vide, donc le match se fait bien relativement à la liste envoyée sur la graine, sinon vous avez un élément E1 en fait, en tête, et un reste, et dans ce cas, vous rappelez simplement pliage à gauche, avec le même opérateur. Comme nouvelle graine, vous avez la graine fois le premier élément, donc c'est obtenu par l'appel à hop sur les arguments graines et E, donc c'est exactement ce qu'on a écrit ici, sauf que là l'étoile est écrite de manière infixe, alors que là c'est un appel à une fonction. Et là vous avez le reste de votre liste, qui est donc la queue, la liste allant de E2 jusqu'à En. Donc tout marche bien, donc ici quelques exemples. Le pliage à gauche pour l'opération plus d'addition.
ça vous fait la somme de ces éléments-là. Vous mettez ici 0 qui est l'élément neutre pour l'addition, pour pas donc influencer le résultat. Vous avez donc 11 ici si on fait le calcul attentivement. Là, on fait un calcul de max. Alors ici, il faut faire attention parce que il faut mettre une graine qui ne va pas perturber le résultat. Je ne peux pas mettre un 0 ici parce que si j'ai que des éléments négatifs dans ma liste, j'aurai comme résultat 0, mais 0 n'est pas un élément de ma liste. J'ai que des nombres strictement négatifs par hypothèse. Donc pour ne pas perturber le résultat, je mets la tête de la liste. C'est ce qu'on avait fait dans l'exemple de tout à l'heure. On avait ici, alors que je le retrouve, on avait pris comme graine le premier élément pour faire le calcul du max, pour cette raison-là. Et donc ici, comme liste, vous auriez pu mettre LST complet. Là, pour gagner un cran de calcul, on met juste liste.tl de LST parce qu'on a déjà pris compte du premier élément. Là, vous avez 5, qui est bien l'élément le plus grand ici. Par rapport au max polymorphe, compare les entiers de manière standard. Donc 2. Donc en camel, évidemment, ça s'écrit de manière préfixe parce que c'est une fonction. Ça vous renvoie bien 90. Comme attendu, et 12 ici. Ici, dans ce dernier exemple, on fait un pliage à gauche relativement à la concaténation des chaînes de caractères, des chaînes qui sont dans cette liste-là, et on décide ici de ne pas perturber le résultat par la graine, donc on décide de mettre l'élément neutre pour la concaténation, c'est-à-dire la chaîne vide. Et donc vous obtenez bien 1000 arrêts sol do fa, comme attendu. Ok, alors si tout ceci est clair, vous pouvez regarder également le pliage à droite, qui est une deuxième fonction de pliage très importante, aussi, qui peut être utile dans certains cas, qui elle, alors on va moins détailler parce qu'il y a, finalement, si vous avez compris le pliage à gauche, je vous laisse regarder le pliage à droite attentivement, ça utilise exactement les mêmes outils. Ici, vous considérez non pas l'arbre qui penche à gauche pour votre expression de base, mais l'arbre qui penche à droite, qui est finalement l'arbre syntaxique, l'arbre d'expression, obtenu en parenthésant votre expression de départ dans l'autre sens. Et avec la subtilité que la graine, on décide de la mettre à droite ici. Donc juste pour être certain, là ce que vous obtenez comme souhait de calcul, eh bien c'est ça. Vous voulez calculer cette valeur-là. E1 fois E2 fois etc. fois En fois la graine, mais en parenthèse, non pas en partant de la gauche, mais en partant de la droite. Donc vous avez ce parenthésage-là qui est plutôt considéré. Donc ça vous fait un arbre qui penche naturellement vers la droite. Et ici, le calcul, l'algorithme se décrit, pour ce calcul, se décrit de manière vraiment similaire. Alors ici, il y a des petites raisons techniques qui font qu'on a un autre prototype de fonction. On décide de d'abord mettre l'opération comme tout à l'heure. Mais la graine qu'on avait dans le pliage à gauche, mise à gauche de la liste, on décide ici de la mettre à droite. C'est logique parce que vous voyez que la graine apparaît ici à droite de la liste. Et elle est à gauche. Tout à l'heure, c'était bien dans le bon sens. Vous aviez la liste à droite et la graine à gauche. La liste à droite et la graine à gauche. Donc voilà, c'est parfaitement cohérent avec la géométrie de votre expression. Et ici, vous pourrez faire le cheminement vous-même, un peu comme on l'a fait ici dans le cas du fold left. Dans le pliage à droite, vous avez cette récursion qui est mise en œuvre. Donc quand vous avez la liste vide, vous renvoyez toujours la graine. Et sinon, vous renvoyez l'opération qui porte sur E comme premier argument, et le résultat du pliage à droite, obtenu en considérant le reste et la graine. Donc la graine, elle est vraiment considérée en dernier, si vous voulez, ici. Voilà, donc pas de difficulté majeure, il faut juste expliquer comment le calcul peut s'avancer, en sachant que vous ne pourrez jamais simplifier en partant de la droite, parce que quand vous avez une liste, donc la liste E1 jusqu'à En, le seul élément accessible directement, c'est E1. Donc il n'y a que E1 qu'on peut considérer, c'est le E qui est filtré ici. Donc voilà, il faut faire avec, donc vous décidez de simplifier cette expression en combinant E avec le résultat du reste. C'est exactement ce qu'on a écrit ici. En fait, le pliage à droite est quelque part plus simple à imaginer. Le pliage à gauche n'est pas compliqué, mais il faut faire les bonnes étapes dans le raisonnement pour voir les choses apparaître.
Le pliage à droite, on peut le deviner un peu plus facilement. Maintenant, on va comparer ces deux opérations-là. Alors tout d'abord, il faut savoir que ces deux opérations de pliage existent bel et bien dans le module list. Vous connaissez, vous les avez vues un peu en TP. Vous avez fold left et fold right. Alors là, il y a quelque chose qui nous saute aux yeux, c'est qu'on a des bêtas qui apparaissent. En fait, on a pris une simplification dans les types qu'on a considérés. Parce qu'en fait, il n'y a rien qui vous force à avoir le même type pour la graine et pour les éléments de la liste. Pourvu que votre fonction d'association marche de la bonne manière, c'est-à-dire vous avez première entrée qui est un élément du même type que la graine, deuxième entrée même type que les éléments de la liste, et la sortie doit être du même type que la graine, et également du même type que la sortie. Donc vous referez le raisonnement pour le fold right, vous avez finalement la même chose mais inversée. Là vous avez un élément bêta ici qui apparaît. Et pour simplifier, on vous a présenté des types un peu plus homogènes tout à l'heure, mais en fait si vous évaluez les types de ces fonctions-là, il y a bien des bêtas qui apparaissent. Donc ça c'est vraiment le fold left et ça c'est vraiment le fold right avec des bêtas qui apparaissent aux bons endroits. Alors d'un point de vue sémantique, parce qu'on peut quand même se demander, c'est tout à fait naturel, quand est-ce qu'on doit préférer le fold right et dans quel cas il faut préférer le fold left? Question, c'est une bonne question si vous y avez pensé. Et bien en fait déjà, première remarque, c'est que d'un point de vue valeur, d'un point de vue sémantique, lorsque vous avez une opération qui est associative et que la graine commute avec tous les éléments, c'est-à-dire que vous pouvez la mettre soit en premier, soit en dernier sans changer la valeur totale, eh bien vous avez le même résultat. C'est-à-dire que si vous prenez ici, en fait, dans tous ces exemples-là, que vous faites un pliage à gauche ou un pliage à droite, vous avez exactement les mêmes valeurs ici. Donc on peut se demander à quoi bon avoir deux façons de faire. Mais en fait, déjà, quand vous avez une opération qui n'est pas associative, considérer les pliages à gauche et pliages à droite fait sens quand même. Ça, on pourrait avoir une opération de soustraction. On peut même considérer ça directement ici à gauche. Donc list.foldLeft. Alors déjà, je me souviens plus, est-ce que ça marche facilement? Oui, c'est bon. On pourra le donner directement. Donc là, on fait une soustraction. Je vous avais dit que la soustraction n'était pas associative. Donc on prend que des 1 ici. Pourquoi pas? Et on prend comme valeur de la graine, on va prendre carrément 0. Donc on a moins 5 avec un pliage à gauche et un pliage à droite. Voilà, vous avez même une autre valeur. Alors là, il faut être sûr que 0 commute partout. C'est même pas clair. Vous avez de toute façon une opération qui n'est pas bien commutative par rapport à la graine. Donc effectivement, à droite, la graine est neutre, tandis qu'à gauche, elle ne l'est pas. Donc voilà, en tout cas, là, vous avez un exemple dans lequel vous avez des résultats différents qui sont donnés. Tout à fait normal. Donc déjà, premier point ici en termes de sémantique. Et deuxième point qui est encore plus important en fait, c'est que si vous regardez le pliage à gauche, il est récursif terminal. On va l'observer rapidement. Je vous rappelle que récursif terminal, ça consiste à regarder les appels récursifs dans votre fonction et à s'assurer du fait qu'il n'y a rien, il n'y a pas de contexte à gauche et à droite de l'appel. C'est-à-dire que vous faites un appel récursif et il y a éventuellement des modifications à l'intérieur de ces arguments, mais vous n'associez jamais le résultat de votre appel récursif avec une autre opération. Donc effectivement, là c'est bien récursif terminal. Vous avez, comme on l'a expliqué, la graine qui est finalement un accumulateur. Tandis que dans le pliage à droite, vous avez un contexte. Vous voyez qu'ici l'appel récursif il est fait là, et vous associez la valeur renvoyée par l'appel récursif à l'intérieur comme un argument de l'opération hop. Donc ça c'est pas récursif terminal. Donc ça veut dire qu'en termes de mémoire, et potentiellement en termes de temps aussi, eh bien le pliage à droite sera moins efficace. Bon. C'est à bien comprendre, donc je vous invite à bien regarder le pliage à droite, on est passé un petit peu vite dessus, mais vous avez toutes les clés pour bien le comprendre, et si vous avez des questions, eh bien il ne faut surtout pas hésiter. Faites des tests aussi, c'est très important dans le terminal. Vous avez pas mal de choses qui sont demandées en TP, mais faites vous-même vos propres tests simples pour comprendre les choses de manière vraiment la plus segmentée possible.
Et on va maintenant arriver sur le miroir d'une liste. Alors, c'est pas très compliqué, il y a juste un point à dire, une version récursive terminale pour calculer l'image miroir d'une liste. Parce que si vous le faites de manière naïve, vous allez avoir une fonction qui va pas être très efficace. Ici, le miroir se fait en maintenant un accumulateur. Donc, on a une fonction auxiliaire interne ici, pour avoir une fonction miroir sans faire apparaître l'accumulateur dans son prototype. Donc ici, ce que vous faites à chaque appel récursif, vous placez dans l'accumulateur l'élément lu en tête. Donc ça veut dire que le dernier élément lu sera bien remis en tête dans le résultat, qui est renvoyé au final, et ça provoque donc un renversement des éléments comme attendu, et ça vous calcule donc l'image miroir de manière efficace ici. Et ça, c'est la fonction ref du module list qu'il faudra potentiellement bien connaître. Voilà, donc en résumé, vous avez ce petit tableau que vous avez de toute manière déjà sur vos feuilles, des fonctions à connaître du module map en plus du tableau précédent, et on les utilisera sans les réimplanter. Alors ça, c'est important, on ne va pas les réécrire nous-mêmes. On ne va pas faire de récursion sur les listes, sauf si on n'a pas le choix. Puisque vous avez déjà toutes ces fonctions qui marchent très bien. Alors on n'en parle pas plus que ça, mais vous avez la fonction sort aussi en camel, qui marche finalement exactement comme la fonction qsort du C. Là vous avez ici une fonction de comparaison, qui admet un prototype comme ça, hein. Ça vous renvoie -1 si le premier est plus petit. Donc par exemple, je peux comparer -6 avec 9, donc là je vais avoir -1. Si je compare 6, 16 on va dire, avec 9, le plus petit est à droite, donc j'ai 1. Et quand ils sont égaux, eh bien j'ai 0. Donc fonction de comparaison classique. Et ça vous trie vos éléments de votre liste. Donc ça vous renvoie une nouvelle liste, hein. Ça ne modifie jamais votre liste de départ, hein. Je vous rappelle, il n'y a pas d'effet de bord. Ça vous reconstruit une liste résultat dans laquelle eh bien, vous avez une liste triée. Voilà, donc on va s'arrêter là pour les fonctions et on arrive maintenant sur les fonctions sur les listes et on arrive maintenant sur une notion fondamentale qui est la notion de non-mutabilité. Et on va prendre comme support évidemment la notion de liste, puisque ça s'y prête très bien, mais les informations qu'on va donner à ce stade-là peuvent se transposer à d'autres objets que sur les listes comme les arbres, les éléments de type enregistrement, donc les analogues des types structurés du camel. Voilà, donc vous pourrez utiliser ces notions-là dans ces contextes. Alors je vous rappelle que dans notre paradigme fonctionnel, il n'y a pas d'effet de bord, il n'y a pas de modification de la mémoire, en tout cas de modification d'une donnée préalablement construite en mémoire. Donc ça veut dire que une fois que vous avez construit une donnée quelque part, vous ne pouvez pas la modifier. Hein, si je construis ce couple-là, je ne pourrais pas modifier la deuxième composante en mettant un 9 par exemple. Si je veux le faire, je dois reconstruire mon couple. D'une façon ou d'une autre, je dois en recréer un nouveau, donc un nouveau couple Y, avec éventuellement FST de X ici, pour accéder à la première valeur et mettre un 9. Voilà, donc les choses deviennent encore plus claires quand vous avez des types enregistrement. On avait donné quelques exemples au tableau dans le cours d'il y a quelques semaines sur les types enregistrement en question. Donc ça, il faut bien comprendre qu'il n'y a pas de modification possible. Donc le corollaire à ça, c'est que quand vous avez un objet X de n'importe quel type, pour obtenir un objet X' qui est calculé d'une certaine façon à partir de X, on voudrait réaliser une transformation sur X qui serait égale à X', eh bien vous devez reconstruire X'. On ne peut pas se baser sur X. Vous pouvez vous baser sur la valeur X, mais vous ne pouvez pas prendre la mémoire attribuée à la représentation de X et la modifier légèrement. Ça, c'est pas possible. C'est pas possible dans notre paradigme fonctionnel, dans notre paradigme de non-mutabilité. Ça n'est pas possible. Et ça, le mot-clé à retenir, c'est qu'on est dans un univers non mutable. Si vous voulez, en programmation impérative, c'est comme si vous aviez devant vous une feuille de papier et vous avez accès à une gomme. Vous écrivez au crayon et vous avez accès à une gomme pour gommer et pour réécrire. En programmation fonctionnelle, vous avez une feuille dans laquelle vous ne pouvez rien effacer, tout simplement.
Donc quand vous voulez modifier une valeur, bah, vous allez la réécrire, peut-être partager certaines zones de votre feuille pour plusieurs objets, mais vous ne faites pas de rature, vous n'effacez rien. Alors quels sont les avantages? Parce que là, pour l'instant, on a l'impression d'avoir que des inconvénients pour la non-mutabilité. En fait, il y a pas mal d'avantages. Le premier, c'est que vous allez pouvoir écrire des programmes qui sont un peu plus sûrs. Alors pourquoi? Bah parce qu'en fait, vous n'avez pas de concurrence de données en mémoire. Si vous programmez des applications dans lesquelles il y a plusieurs processus, vous pouvez avoir des concurrences de zones de la mémoire. Vous pouvez vous demander, ah mais est-ce que mon processus va modifier la mémoire pendant que l'autre est en train de la lire? Dans ce cas, vous pouvez avoir vraiment des choses assez difficiles à prévoir. Vous allez devoir mettre en place des verrous, donc ça se fait bien, il n'y a pas de problème. Mais vous allez mettre en place une couche de complexité. Ici, il n'y a pas du tout ce phénomène qui apparaît parce que la mémoire ne sera pas modifiée. Donc quand vous avez écrit quelque chose, un autre processus pourra y accéder en étant certain de ce qu'on est en train de lire. La démonstration de correction de programme est facilitée, bah oui, parce qu'il n'y a pas d'effet de bord, il n'y a pas de modification dans le futur d'une zone de la mémoire. Donc vous avez un meilleur contrôle, si vous voulez, de du comportement d'un algorithme et d'une implantation de votre algorithme sous forme d'un programme en mode non mutable. Et on a un gain, et ça c'est pas du tout flagrant la première fois qu'on voit ça, un gain de place mémoire. Ça c'est un petit peu un corollaire des deux premiers points. En fait, comme vous ne pouvez pas modifier une zone de la mémoire qui a déjà été écrite, eh bien vous pouvez en toute sécurité la partager entre deux valeurs différentes. En fait, quand vous prenez un langage impératif comme le C, bah c'est toujours très très compliqué de se demander est-ce que mon tableau, par exemple, j'ai un tableau qui est écrit, est-ce que je peux le partager par exemple au sein mon tableau, est-ce que je peux le mettre comme champ de deux types structurés, de deux valeurs d'un type structuré différent? Bah c'est compliqué parce que si vous modifiez le tableau pour un des deux cas, ça va avoir comme répercussion de modifier l'autre valeur d'un type structuré parce qu'ils se partagent le même tableau. Et donc, si vous faites très attention, ça peut se faire, il n'y a pas de problème. Mais c'est très risqué. Quand vous avez des programmes très complexes, on a tous eu ce problème-là, hein, potentiellement cette année ou l'année précédente. Quand on fait des projets en C relativement complexes, vous avez ces problèmes de partage de données en mémoire qui sont partagés, et donc quand vous modifiez l'une, vous modifiez l'autre, ce qui est tout à fait logique. Ici, aucun problème. Comme on est en non mutable, on peut tout partager. On peut partager le maximum de place mémoire. Et donc, on a au final un gain de place mémoire. C'est mathématique, comme vous avez plus de chevauchement possible, chevauchement autorisé, et bien potentiellement vous allez gagner de la mémoire si vous représentez les choses bien. Donc c'est-à-dire que vous partagez dès que c'est possible. Alors on verra comment ça peut s'incarner en termes de liste dans quelques instants. Voilà, donc le mot-clé ici c'est le partage des sous-données en commun de données plus complexes sans aucune interférence. Donc à bien retenir, à bien garder ça en tête. Voici le cas des listes en détail. Alors vous savez tous, enfin, maintenant vous le savez parce qu'on vient de le dire et on l'a répété pas mal, que les listes sont effectivement non mutables. Ça veut dire que vous ne pouvez pas écrire une fonction qui vous modifie une cellule d'une liste. En fait, ce que vous pourrez écrire par contre, c'est une fonction qui modifie votre liste en renvoyant un nouveau résultat. Donc par exemple, si je veux écrire une fonction modifiée, donc ça prend une liste, ça prend un indice i, et ça prend une nouvelle valeur x qui va être insérée, qui va être placée dans l'élément d'indice i de votre liste. Et bien vous allez avoir comme prototype la signature suivante. Vous allez avoir une liste de prime A, vous allez avoir ici un indice de type int, vous allez avoir ici un élément de type prime A, et vous allez avoir un résultat qui va être une toute nouvelle liste. Voilà, c'est ça que vous allez avoir dans un style non mutable. On appelle ça également un style de reconstruction. Vous reconstruisez à chaque fois. Dans un style destructif, donc dans un style mutable, donc un style
destructif. Alors c'est pas péjoratif, hein, c'est juste une caractéristique. Vous allez plutôt écrire une fonction modifiée. Alors là, je vais écrire son prototype en C, parce qu'en Camel, ça ne s'y prête pas très bien, parce qu'on n'a pas vu les traits impératifs. Donc la fonction modifiée va être de type void, de retour. Alors vous pouvez avoir un int hein, si vous faites en gestion d'erreur en C, mais ça c'est une autre affaire. Vous avez ici un type list, donc list. Alors oui, en général, on va mettre un pointeur, parce qu'on peut éventuellement modifier l'adresse de la première cellule. Donc ici, vous avez étoile LST. Vous avez ici un int. Et vous avez ici une nouvelle valeur. Alors en général, on va mettre un void étoile parce qu'on a des listes génériques. Et là, en fait, ça va modifier votre liste de départ. Ça ne va pas recalculer une nouvelle liste. Donc gardez bien ça en tête, hein, même si vous faites plus de programmation fonctionnelle. Si vous êtes dans un même programme et que de temps en temps vous modifiez vous confondez les deux styles, c'est un petit peu maladroit. Soit vous faites tout en mode destructif, soit vous faites tout en mode reconstructif. C'est à vous de voir, mais en général, c'est rarement une bonne idée de mélanger les deux styles. Donc nous, on va se concentrer évidemment sur la première façon de faire. Donc voici quelques exemples avec le cas de l'opérateur de construction justement, d'empilement dans une liste. Là, vous avez ici une liste 1, 2, 3. Et on décide de placer l'élément 4 en tête de la liste. Et on va regarder ce qui se passe en mémoire. Alors, vous avez ici une première phrase qui crée simplement une liste. 1, 2, 3. Vous avez une cellule. Alors, peu importe comment c'est codé en Camel, on se moque de savoir si vous avez des champs suivants, etc., des pointeurs, peu importe. Là, c'est un schéma. C'est un schéma, vous avez une place mémoire pour accueillir 1, 2 et 3. Et là, vous avez la fin de la liste. Voilà. C'est une représentation possible. Et LST est bien un nom lié à cet objet-là. Maintenant, on décide de créer un nouveau nom qui aura comme valeur la tête 4 avec comme queue la liste LST1. En fait, on aura un partage qui va être fait de manière automatique. On ne va pas reconstruire une toute nouvelle liste 4, 1, 2, 3. On va partir de cette liste-là. Donc je la recopie ici. Hein. On a une création d'une cellule 4. Hein, l'opérateur 2.2. Crée toujours la valeur une cellule pour la valeur qui est à droite. Là, vous avez bien une cellule pour la valeur qui est à gauche de l'opérateur 2.2. On la met bien en connexion avec la liste LST1 comme ceci. Et c'est LST2 qui fait office de nom pour cette nouvelle liste. Alors, vous observez bien que LST1 n'est pas changé parce que LST1, ce nom-là, lui, il voit que le futur de la liste. Il suit que les flèches. Il ne sait même pas que sur 1 ici, il y a une autre flèche qui l'observe. C'est-à-dire, il ne sait pas que cette liste-là est partagée par une autre liste. Il n'en a pas besoin et c'est complètement inutile. LST1 n'a donc pas changé. LST2, lui, par contre, c'est intéressant parce que pour créer cette nouvelle liste, on a juste eu besoin de créer une cellule ici et on a partagé le reste. Alors évidemment, là, vous pouvez penser, et c'est tout à fait raisonnable, en C, c'est exactement ce qui se passe quand on fait un empilement de liste. Oui, c'est vrai. En C, si on implante les listes de la bonne façon, on a exactement ça. Donc il n'y a pas vraiment de problème. Sauf qu'en C, vous avez le droit de modifier les cellules d'une liste. Donc mettons que le jour où vous modifiez la cellule qui possède 2 et vous mettez la valeur 8, ça va certes modifier LST1 comme c'est potentiellement attendu, mais ça va aussi du même coup modifier la liste LST2. Alors que là, on ne peut jamais modifier cette cellule-là, donc on ne modifiera jamais par inadvertance la liste LST2 quand on souhaiterait modifier la liste LST1. J'avais un point que je voulais expliquer à ce stade-là, ça me reviendra peut-être. Je crois qu'on a à peu près tout dit. On peut passer donc à un exemple un peu plus complexe dans lequel on va voir la concaténation. Alors ici, on se base sur une implantation concrète de la concaténation de liste. Là, vous avez donc le souhait de concaténer LST1 avec LST2. Et on va faire un match sur LST1. Donc ça veut dire qu'on va parcourir LST1. Alors quand LST1 est vide, vous êtes en train d'essayer de concaténer la liste vide à LST2. Vous renvoyez bien LST2.
Sinon, LST1 n'est pas vide. Et bien dans ce cas-là, on va prendre l'élément qui est en tête de la liste et on va le mettre en tête de notre nouvelle création qui, elle, s'obtient par l'appel récursif de concaténer de la queue de LST1 à LST2. Voilà, là il suffit de se figurer un peu les choses, de faire peut-être un exemple sur papier, et on constate bien qu'on aura comme résultat la nouvelle liste, dont les éléments sont de gauche à droite ceux de LST1 puis ceux de LST2. Et maintenant on va essayer de regarder ce qui se passe en mémoire. En fait, on a tous les outils pour comprendre ce qui se passe en mémoire parce qu'on a élucidé ce qui se passait pour l'opérateur 2 points 2 points. Il n'y a que ça à savoir, maintenant à ce stade, pour comprendre ce qui se passe en mémoire quand on fait de la concaténation de deux listes. Alors allons-y. Ça c'est la fonction append du moduliste qu'on a réécrite. Là on va commencer par créer LST1. Donc 1, 2, ici. Voilà, vous avez ça en mémoire. Là vous avez LST2, 3, 1. Alors là déjà, petite subtilité, vous avez la valeur 1 ici et la valeur 1 là, et on peut se demander pourquoi est-ce qu'on ne partagerait pas ces deux cellules. La réponse elle est facile. Vous ne pouvez pas partager le 1 de LST1 pour le mettre ici parce que le futur de cette cellule-là c'est la liste vide, pour marquer la fin de la liste LST2. Alors que le futur de la liste de la cellule 1, c'est la liste qui commence par 2 ici, donc ils ont des futurs différents à cause du fait qu'une liste est chaînée de la tête vers la queue, donc vous ne pouvez pas partager ces deux éléments-là. Bon, et il y aurait eu la même chose si le 1 aurait été, LST1 aurait été égal à 2.1. Le système n'est pas intelligent à ce point-là pour faire des partages aussi avancés. En tout cas, pas en camel. Donc toujours est-il que là, vous avez deux valeurs qui sont disjointes en mémoire. Et là, on décide d'appliquer le schéma qu'on a vu tout à l'heure. On décide de mettre LST3, un nouvel élément en tête. Et donc, vous avez partage ici, exactement comme on a fait tout à l'heure, avec l'élément qu'on met en tête ici. Donc, on a ça. Et maintenant, on y va. On appelle la fonction concaténer avec LST1 et LST2. Alors, la première chose à remarquer, c'est que quand vous faites un concaténer, LST2, vous ne rentrez jamais dedans. C'est-à-dire que vous considérez LST2 en la renvoyant telle qu'elle. Et c'est ça qui vous dit que c'est LST2 que vous allez partager. C'est-à-dire que là, mon LST4, qui est le fruit de la concaténation de LST1 avec LST2, va partager en tant que suffixe, comme attendu, parce qu'on fait la concaténation de gauche à droite, on va partager LST2. Donc vous avez ici bien 3 et 1 qui sont partagés. Tandis que, à chaque appel récursif, vous avez l'opérateur de construction qui est mentionné ici. Et si vous vous rappelez ce qu'on a dit il y a quelques instants, cet opérateur-là crée une cellule pour son membre gauche. Donc on va créer une cellule pour le 2 ici, donc du LST1. Donc vous avez un 2 qui apparaît ici. Et on va créer finalement une cellule pour le 1 ici. Et celui-ci. Et donc vous n'avez que 2 cellules créées. Et donc cette configuration-là en mémoire. Donc vous voyez, vous avez un bon partage ici de données qui est fait efficacement et sans aucun problème de sécurité parce qu'on ne modifiera plus jamais les cellules. Et un autre exemple, LST5 égale concaténer LST3 LST4. Alors là, c'est exactement la même idée. Là, vous avez comme suffixe LST4. Donc lui, le suffixe là est complètement partagé. Plutôt pratique. Un bon petit gain de mémoire. Et par contre, pour LST3, vous allez créer une cellule, vous allez recopier LST3 ailleurs. Là, il n'y a vraiment pas le choix parce que le futur change. De LST3, son futur, c'est la liste vide ici. Tandis que ce qui jouait le rôle pour LST3, donc 1, 1, 2 qui apparaissait ici, son futur, c'est la liste LST4. Donc il n'y a pas le choix, il faut reconstruire ici. Donc vous avez 1, 1 et 2 qui sont ces 1, 1, 2 et là qui apparaissent ici. Voilà, donc j'espère que c'est clair. Maintenant, je vais vous faire deux remarques importantes. Donc une remarque facile déjà. Quand vous écrivez par exemple let x égale à 10 ici, et qu'après vous écrivez let x égale à 1024, là vous ne modifiez pas x. Là ce que vous faites, c'est que vous avez x, qui est là, le nom donné à 10,
Et là, vous décidez que x n'est plus un nom pour la valeur 10, mais est un nom pour la valeur 1024. C'est un petit peu comme on sait si vous êtes en train de faire pointer un pointeur vers une autre valeur. Vous n'êtes pas en train de déréférencer le pointeur par une étoile. Vous avez un pointeur P, vous n'êtes pas en train d'écrire étoile P égale quelque chose d'autre, vous êtes plutôt en train d'écrire P égale quelque chose d'autre. Vous faites pointer votre pointeur ailleurs en mémoire. Donc c'est exactement la même idée ici. Ça, c'était la première remarque. La deuxième remarque, c'est une question. Et je vous invite à y répondre en y réfléchissant un petit peu. Vous pourrez poser la question sur le chat Discord, en TP ou dans n'importe quel canal que vous souhaitez. Ma question, c'est la suivante. Est-ce que, je vais vous l'écrire ici, aurait-on pu réaliser les mêmes partages de cellules pour le cas des listes doublement chaînées? Alors je pense que certains d'entre vous ont déjà la réponse. J'ai parlé de futur tout à l'heure d'une liste qui était invariant, qui ne changeait pas. Donc la question c'est, est-ce que vous pouvez entreprendre des opérations avec la même logique pour les listes doublement chaînées? Déjà, il faut imaginer comment vous allez écrire un type de liste doublement chaînée en camel. Ou pas forcément d'ailleurs, hein. Peut-être vous pouvez même répondre à la question de manière purement abstraite, c'est tout à fait possible d'ailleurs. Et essayez de vous imaginer, alors la réponse c'est non. Mais maintenant, deuxième question. Pourquoi? Évidemment. Donc à vous d'y réfléchir un petit peu. C'est assez instructif. Et vous allez aboutir à la notion de structure de données. Structures de données qui sont non mutables de manière donc inhérente. Vous avez des structures qu'on ne peut pas rendre non mutables en fait, qui sont vraiment des structures impératives dans tous les cas. Réfléchissez-y tranquillement. Et on va terminer ce cours en troisième partie sur l'implantation des files d'attente de manière efficace. Ça va être assez rapide, on a déjà pas mal parlé, pas mal visionné de vidéos. C'est bientôt fini, rassurez-vous. Cet exemple est important, il est assez amusant d'ailleurs. Et il consiste à implanter des files d'attente, donc first in, first out, ça veut dire que le premier arrivé est le premier servi et le premier à sortir, donc c'est pas un stack, c'est pas une pile, c'est vraiment une file qu'on va chercher à implanter. Donc on veut vraiment faire une implantation abstraite, hein, réutilisable, donc avec des paramètres de type, donc quelque chose de polymorphe. Donc on va définir un type à un paramètre file, le paramètre sera le type des éléments de notre file d'attente. On aura une constante pour la file vide, voilà, donc de type prima file. On cherche à avoir une fonction ancien qui prend une file et qui vous renvoie l'élément le plus ancien, donc le plus prioritaire de votre liste, de votre file, pardon. Et on aura également une fonction supprimée qui va avoir pour intérêt de supprimer l'élément le plus ancien. Alors évidemment, comme on est dans un style maintenant, vous l'avez compris, mutable, on ne pourra pas modifier notre file. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va renvoyer une nouvelle file, éventuellement très efficacement d'ailleurs, vous allez voir, même si on la reconstruit, dans laquelle l'élément le plus ancien est écarté. Finalement, une dernière fonction, troisième fonction importante, l'ajout. Là, vous avez une file et un élément, et on va l'ajouter comme élément le plus récent de la file. Voilà, donc on va essayer d'implanter tout ça de manière, pour commencer, naïve, pour un peu voir ce qui se passe et faire des petites révisions sur les types. Donc ici, vous allez simplement maintenir votre file par une liste. Les éléments sont rangés par convention. Vous aurez pu prendre la convention inverse. Il n'y a vraiment pas de raison de choisir l'une ou l'autre. Ici, on décide de ranger les éléments du plus récent au plus ancien. Ok, alors on commence par définir notre type file. Alors une file, c'est un alias pour une liste en fait, hein, tout simplement. Il n'y a pas de choses à mettre en plus, donc on n'a même pas besoin de type enregistrement. La liste vide, la file vide, c'est la liste vide. L'élément le plus ancien, eh bien, se calcule comme ça. Alors tout d'abord, si vous avez une liste qui est vide, il n'y a pas d'élément plus ancien, donc on fait planter le programme pour sortir. Sinon,
Si votre liste possède un unique élément, bah, vous le renvoyez. Et sinon, l'idée, bah, c'est que vous devez accéder au dernier élément de votre liste. Donc, il faut impérativement parcourir votre liste, si elle n'est pas réduite à un élément, et calculer l'ancien appliqué récursivement au reste. Alors là, vous pourrez tester ce qui se passe. Si vous n'avez pas cette deuxième clause, bah, vous avez un problème parce que vous n'avez pas le cas terminal. Voilà, ça n'est pas un cas terminal positif, on va dire. C'est un cas d'erreur. Donc voilà, l'élément le plus ancien est bien en dernier. La suppression de l'élément le plus ancien, bah, c'est à peu près la même chose que la fonction ancien. Donc là, vous devez renvoyer une nouvelle file. Toujours le premier cas d'erreur. Si votre file contient un seul élément, bah, vous renvoyez la liste vide. Vous l'avez bien enlevé. Et sinon, bah, vous faites l'appel récursif en gardant à chaque fois l'élément que vous avez parcouru qui n'est pas le plus ancien puisque ce n'est pas le dernier élément, par définition. Et l'ajout d'un élément à une file consiste à le mettre en tête. Ce sera bien l'élément nouveau le plus récent. Donc pour l'instant, ça respecte bien la spécification. Et on peut regarder les complexités de nos fonctions. Là, c'est très facile. Ancien et supprimé sont en temps linéaire par rapport au nombre n d'éléments de la... Je ne l'ai pas écrit. Donc n, c'est le nombre d'éléments de la file. Et la fonction d'ajout est en temps constant, elle, par contre. Alors, ça, c'est plutôt pas mal, mais on peut faire beaucoup mieux, en fait. En paradigme fonctionnel, donc en paradigme non mutable. En fait, en réfléchissant un petit peu, on peut s'apercevoir que dans une file, bah vous avez, et ça c'est parfaitement évident en fait, vous avez deux bouts. Vous avez deux bouts dans une file. Vous avez les éléments que vous souhaitez faire sortir, donc les éléments les plus anciens. Et vous avez un autre bout qui va consister à faire rentrer les nouveaux éléments. Donc à être considéré comme un buffer d'entrée. Donc en réfléchissant bien, on peut arriver, ça c'est pas très difficile, à la configuration suivante. On aura une file dans laquelle nos éléments seront partagés entre deux listes, in et out. Il n'y a pas de répétition. Vous avez deux espèces de buffers, un buffer d'entrée et un buffer de sortie. Alors, on n'a que les éléments qui sont prêts à sortir se situent dans out. Ils sont rangés du plus ancien au plus récent. Donc ça veut dire que dans out, mon élément en tête, c'est l'élément le plus ancien, donc l'élément le plus prioritaire. Donc on a un accès à l'élément le plus prioritaire de la file en temps constant. Donc ça déjà c'est le premier point. Et là vous avez le point dual pour in. In, c'est une espèce de buffer d'entrée dans lequel les éléments sont rangés du plus récent au plus ancien. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez un nouvel élément à ajouter, eh bien en fait vous allez l'ajouter en l'empilant dans le buffer d'entrée. Vous allez simplement faire x, nouvel élément ajouté, point in, comme nouveau buffer d'entrée. Et ça se fait en temps constant. En fait, ce qu'on est en train de faire, si on reprend la page précédente, c'est qu'on est en train de prendre cette implantation-là, dans laquelle vous avez les deux conventions qui coexistent en même temps. Parce qu'en fait, quand vous avez la convention d'être rangé du plus récent au plus ancien, là vous êtes linéaire, linéaire et constant pour ajouter, mais quand vous faites la convention dans laquelle les éléments sont rangés du plus ancien au plus récent, les complexités s'inversent. Là vous êtes en temps constant ici et en temps linéaire dans le dernier cas. Donc en fait on prend le meilleur des deux mondes pour avoir cette implantation dite astucieuse. Et on va expliquer maintenant comment ça marche parce qu'on n'a pas dit grand chose pour l'instant. Ou plutôt on a en fait tout dit, mais on doit expliquer comment se mettent en jeu les algorithmes. Alors tout d'abord, l'ajout d'un élément E à la file, donc un nouvel élément le plus récent, hein, donc on va positionner E en tête de in. Et c'est tout. On modifie pas out à ce stade-là. Maintenant, et c'est là que la complexité algorithmique arrive. Si vous souhaitez supprimer ou renvoyer le plus ancien élément de votre liste, alors vous allez simplement supprimer ou renvoyer la tête de out si le buffer de sortie est non vide. D'accord? Donc il y a au moins un élément prêt à sortir et vous le renvoyez. Ou vous le supprimez, suivant si vous êtes en train de considérer la fonction ancien ou la fonction de suppression. Mais comme expliqué, vous avez toujours la même allure et ce sera le cas aussi pour ce qu'on va écrire dans quelques instants.
Maintenant, la question se pose de savoir ce qui se passe quand la liste n'est pas vide. Et effectivement, quand la liste est vide, pardon. Quand la liste buffer de sortie est vide, eh bien vous allez regarder le buffer d'entrée. Le buffer d'entrée, lui, contient les éléments du plus récent au plus ancien. Alors déjà, si le buffer d'entrée est lui aussi vide, dans ce cas, il y a une erreur d'exécution parce que vous êtes en train d'essayer de calculer l'élément le plus ancien d'une file vide, ça n'existe pas. Donc, par hypothèse, il y a au moins un élément dans in. In, je le répète, est une liste d'éléments rangés du plus récent au plus ancien. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va transvaser les éléments de in dans out en les inversant, en calculant l'image miroir de in pour les mettre dans le bon sens, prêts à sortir dans out. Et on fait cette opération-là que à ce moment-là. Donc ça veut dire qu'après, on sera en temps constant pour l'accès aux autres éléments les plus anciens. Donc on y va, on va schématiser ça. Là, vous avez une file dans la situation générique. Là, vous avez les éléments de out, du plus ancien au plus récent. Et là, vous avez les éléments de in, du plus récent au plus ancien. Donc ça veut dire que dans l'ordre total, l'ordre de priorité, là je ne l'ai pas écrit dans la diapo, mais c'était important, dans la file, eh bien vous avez tout d'abord E1 qui est le plus prioritaire, le plus ancien, ensuite E2 jusqu'à En. Ensuite, le plus prioritaire, c'est FK. Ensuite, c'est FK-1, etc. F2 jusqu'à F1. Voilà, donc vous avez dispatché vos éléments. Tout à l'heure, on les avait mis dans une liste globale. Là, vous les avez partitionnés en ces deux buffers. Ok. Donc, pour ajouter un nouvel élément dans la liste. Donc là, j'ajoute un nouvel élément, c'est le moins prioritaire. Donc, je le mets en tête de mon buffer d'entrée. Petit e est placé ici. Et out ne change pas. Maintenant, si je veux supprimer un élément, donc je souhaite extraire l'élément le plus prioritaire, le plus ancien. Alors, si out n'est pas vide, l'élément à extraire, c'est E1. Donc on le renvoie ou on l'extrait, peu importe. On a cette configuration-là après l'extraction. Maintenant, la question se pose quand out est vide. Alors, quand out est vide, eh ben, ce qu'on fait, c'est qu'on vide in et on transvase ces éléments dans out du moins prioritaire, donc F1 est le moins prioritaire, jusqu'à FK-1, parce que FK est consommé, qui est le plus prioritaire. Et donc on va pouvoir écrire ceci. On va pouvoir écrire ça dans quelques instants. On va tout d'abord faire quelques exemples. Alors ici, vous avez des opérations faites sur une file courante, et là, vous avez eh bien, les deux buffers. Donc au début, on a la file vide, on a les deux buffers qui sont vides. On ajoute un, donc on le met dans in. On ajoute encore un élément, on le place dans in, en tête. On ajoute 2, donc on le place en tête. Out ne change pas. Et on ajoute encore un élément 3 qui apparaît en tête ici. Ok, maintenant on va faire la suppression d'un élément. Alors, ici vous allez calculer l'image miroir de votre buffer in. Donc ça donne 1, 1, 2, 3. Et vous supprimez le nouvel élément en tête, c'est-à-dire le 1 qui est ici. Donc on a bien 1, 2, 3 qui reste. Si on ajoute 4, à 4, on ne change pas out, on le met dans le buffer d'entrée. On ajoute 5, pareil, on le met en tête du buffer d'entrée, et out ne change pas. Si on fait la suppression, ben là je peux supprimer l'élément en tête de out, parce que out n'est pas vide. Donc j'enlève le 1. Là je demande une nouvelle suppression, j'enlève le 2. Un nouvel ajout, je le place en tête de in. Out ne change pas. Je supprime l'élément en tête de out, c'est mon élément le plus prioritaire courant. Out devient vide. Et maintenant, je veux refaire une suppression. Out est vide. Donc, je place dans in la liste vide et dans out l'ancienne valeur de in retournée. Donc, j'obtiens 4, 5, 6 et c'est 4 qu'on extrait, donc je l'ai enlevé ici. Voilà, donc j'espère que vous comprenez à peu près comment ça marche. C'est pas forcément très compliqué. Là, vous avez l'implantation, donc vous allez avoir les diapos, je les détaille pas trop. À ce stade-là, c'est vraiment assez élémentaire. Ici, la remarque importante, c'est que vous avez des fonctions qui sont dans le pire des cas toujours linéaires, en tout cas la fonction
ancien est supprimé, la fonction d'ajout est toujours constante. Sauf que, cette fois-ci, vous avez une complexité amortie qui est en temps constant. Alors, qu'est-ce que la complexité amortie? Alors là, ça pourrait valoir le coup de faire un cours complet là-dessus. La complexité amortie, c'est la complexité que vous obtenez pour un algorithme dans lequel vous répétez des opérations qui peuvent arriver, c'est-à-dire pas totalement improbables. Vous générez une suite d'opérations suivant une distribution de probabilité raisonnable, et vous faites en quelque sorte la moyenne de la complexité que vous obtenez. Donc c'est pas une complexité en temps moyen, parce que la complexité en temps moyen, elle ne regarde pas une suite d'opérations, mais une seule opération. Là, vous regardez la moyenne sur une suite d'opérations données, donc c'est quelque chose d'un peu plus subtil, mais ça peut se calculer, et il y a toute une théorie derrière. Donc voilà, là vous avez une complexité qui est très efficace pour une représentation assez maligne des files d'attente. Voilà, donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui, révisez bien ces notions-là, vous allez les appliquer en TP, vous en avez appliqué déjà pas mal, et on fera dans la suite, vous aurez des informations dans tous les cas, 1 ou 2 cours sur le lambda calcul, point un peu plus théorique, mais qui est, je pense, fondamental pour bien comprendre en profondeur comment marche la programmation fonctionnelle. Voilà, bon courage à tous et à très bientôt.